Amis auditeurs, bonjour, le Café des experts économiques a le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau décor que j'inaugure personnellement dans la fonction de présentateur. C'est ma première ici, c'est peut-être pour ça que je suis un peu intimidé. Reda Amrani, bonjour. Bonjour. Marhaba. Merci. Très content de te retrouver. Alors, Mouloud Haddir vient nous rejoindre aujourd'hui parce que Mouloud Haddir, c'est quelqu'un qu'on a envie d'avoir souvent avec nous. On est très content de l'avoir aujourd'hui. Marhaba bik. Merci pour l'invitation. Ali Harbi n'est pas là, il sera là peut-être dans 15 jours. Il est à travers Mont et Vallée. Comme il est ici en Algérie, il nous fait bénéficier de ce qu'il apprend sur la conjoncture, sur les difficultés des chefs d'entreprise, de la réalité de l'économie algérienne. Et donc, on le retrouvera avec grand plaisir. La situation n'est pas brillante. Hier, j'étais à la zone industrielle de Ouatsmar. C'est vraiment la léthargie sur le plan de l'activité. Oui. Alors, on va prendre justement comme thème, on a proposé dans ce numéro du Café des experts économiques de s'interroger sur la fiabilité et la qualité de l'information économique, le tableau de bord de l'économie algérienne, parce que c'est quelque chose dont on a absolument besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir gérer, pour pouvoir savoir où est-ce qu'on peut aller. Mais auparavant, on voulait quand même s'arrêter sur le premier des indicateurs depuis au moins une année, qui conduit les politiques publiques, qui conduit les interventions des banques centrales, qui conduit aussi les décisions des investisseurs et des marchés, c'est l'évolution de la pandémie. Et sur ce plan-là, on va commencer par l'international, parce que les bonnes nouvelles viennent plutôt de l'international en ce moment, Mouloud. La conjoncture est en train de se redresser. Il y a des anticipations sur l'année 2020 qui nous laissent penser que nous allons peut-être sortir de ce gros trou d'air qu'aura été 2020. Il y a quelques indicateurs. Les chiffres de la vaccination qui sont en train de peut-être rendre optimistes les observateurs et les investisseurs. Le gigantesque plan de relance de Biden qui a, avec 1900 milliards de dollars, on a du mal à prononcer le chiffre, passé déjà, donc valider un plan de dépenses qui devrait soutenir l'activité aux États-Unis et refaire des États-Unis le grand marché moteur de l'économie mondiale. Et il y a la détente qui est maintenue sur les taux directeurs dans les différentes banques centrales, notamment la Fed, qui n'a pas accompagné ce mouvement, et donc ce mouvement de surchauffe, et donc qui pourrait amener les taux à remonter rapidement pour éviter de l'inflation. Tout ça fait que les indicateurs sont plutôt bien orientés au niveau international. Est-ce que c'est justifié qu'il y ait autant d'anticipation optimiste, Mouloud Haddir? Enfin, c'était déjà prévisible l'année dernière, dès lors que ce qui a été la cause d'une récession mondiale généralisée au cours de l'année 2020 aura cessé. Dès lors qu'on dispose d'un vaccin et que, malgré tous les aléas, le processus de vaccination va aller en s'élargissant au fur et à mesure. Ça a déjà commencé dans beaucoup de pays développés. L'allure du processus de vaccination est en train de s'accélérer. Donc, forcément, la prévision économique change fondamentalement. Alors, ça avait déjà changé en Chine, déjà au deuxième semestre de l'année 2020. Maintenant, il y a le deuxième moteur, encore plus gros, celui dont tu as parlé, les États-Unis. L'Europe est un peu à la traîne, mais ce matin déjà, les chiffres au niveau français, le niveau de la croissance pour la Banque centrale française annonce un taux de croissance supérieur à la prévision qu'il faisait déjà il y a un mois. Donc, la tendance de ce point de vue-là est claire. Le prix du pétrole, qui est aussi un des indicateurs de cette tendance, il est clairement à la hausse. Donc tout ça donne une situation plutôt optimiste pour l'année 2020. La Banque mondiale, le FMI, 2021, la Banque mondiale, le FMI commence à réviser à la hausse leurs prévisions de croissance. L'OCDE était la première à le réviser à la hausse à 5,3%, de 0,2%, ce qui est important. Alors, est-ce que des vents contraires pourraient... est-ce que déjà, parce que quand on regarde les fondamentaux, c'est juste une remise à niveau, c'est-à-dire on part de très bas,
on part de très bas, donc on peut faire des taux de croissance importants. Quand la croissance de 2020 était basse, on peut faire, avec du rattrapage, on peut faire du 6-7% au niveau mondial. C'est pas encore le cas. Mais est-ce que l'appareil de production, est-ce que le modèle mondial qui faisait que la Chine était l'atelier du monde, que le reste de l'économie mondiale bénéficiait du dynamisme de l'Asie, est-ce que ce moteur-là, il n'est quand même pas altéré, qu'on risque de ne pas le retrouver aussi performant en 2021? Je pense que l'altération, elle est là. Hein. Le Covid va laisser des traces dans l'économie mondiale. Je pense à part la Chine qui a pu, elle, se redresser rapidement, trouver des solutions terribles, parce que les solutions étaient radicales en Chine. On a tout fermé, on a tout arrêté. Les gens sont suivis par leur smartphone. Donc, on ne peut pas imposer ce mode de contrôle de la population qui s'est fait en Chine à travers le reste du monde. Donc, on ne peut pas l'imposer dans les régimes qui ne sont pas autocratiques et autoritaires. Quels que soient les régimes, même les régimes autocratiques, il faut avoir les compétences aussi pour pouvoir suivre les citoyens, si vous voulez, par leur smartphone et mettre en place un système d'information aussi bon et aussi terrible. Hein. C'est Orwell, hein. Il n'y a pas autre chose. C'est Big Brother. C'est Big Brother, c'est 84, c'est tout ça. Donc nous sommes dans un monde différent. Mais l'impact est là, la reprise, c'est la première fois depuis, je crois, les années 30, la crise des années 30, où dans le monde entier, on a une chute de la production, on est en croissance négative. On ne l'a jamais eu depuis 1930. Donc, c'est la première fois. Le redémarrage, même si la croissance qui est annoncée, c'est de l'ordre de 4 à 6%, mais quand vous partez de moins 3 ou de moins 6 ou de moins 8, c'est presque même pas un rééquilibrage, on est encore en négatif sur les 2 années. Donc il faut rester prudent pour la reprise parce que l'économie du monde européen, à part les industries militaires, est basée sur les services. Ils ont tout sous-traité aux Chinois et à l'Asie du Sud-Est et tout cela, donc pour qu'ils reprennent, relocalisent, redémarrent leur PMI surtout, parce que ce sont les PMI qui sont porteuses de croissance et d'emploi. Donc pour redémarrer, et nous, on va subir petit à petit cela. La seule chose positive, c'est les matières premières qui reprennent un peu de vigueur, le pétrole et toutes les matières premières sont en train de reprendre, mais tout cet argent qui est mobilisé, 1,9 milliard de dollars, on n'arrive plus à retrouver les chiffres. Oui. L'Europe, 1800 milliards d'euros, mais tout cela, tout cet argent, en fait, moi je ne pense pas que cet argent va aller vers le redémarrage systématique de l'économie et la création de l'emploi. Les seuls outils capables de faire fructifier ces ressources et de les faire tourner, et on le sent déjà, c'est la bourse. La bourse qui reprend de vigueur partout, que ce soit les bourses européennes, les bourses asiatiques. Donc, le recyclage va se faire à travers les banques, malheureusement, en priorité. Et les retombées ne vont pas être, pour moi, je peux me tromper, ne vont pas être aussi bonnes pour l'économie directe, l'économie productive réelle. Et chez nous, il y a un retard et il n'y a pas de plan de relance. On va arriver chez nous. Oui, on va arriver chez nous. Je veux bien, mais on va y arriver. Je voulais rester sur l'indicateur qui nous concerne le plus dans cette conjoncture qui a tendance à se redresser. Donc pour l'année 2021, c'est l'évolution des matières premières et en particulier celle qui nous intéresse le plus, le prix du pétrole et accessoirement celui du gaz, même si le gaz aujourd'hui reste déprimé, le prix du gaz à cause du gaz de schiste. Est-ce qu'on peut, parce qu'on a beaucoup attribué à la décision toute récente il y a 15 jours de l'OPEP+, de maintenir, de ne pas rehausser de manière significative, de quasiment maintenir les niveaux de production, on a attribué l'accélération du retour du prix du pétrole à la hausse à cela. Mais en même temps, les fondamentaux, les stocks restent très élevés et on sait qu'au-delà d'un certain prix, il y a des gisements qui vont se remettre à produire. Et donc, la perspective d'un prix du pétrole élevé durant toute l'année 2021, elle reste sujette à caution.
Non, c'est-à-dire qu'en fait, sur cette question-là, si la question est, sur cette question du prix du pétrole, si la question est de savoir est-ce qu'on va retrouver des niveaux de prix qu'on a connus il y a, disons, 7, 8 ans, 10 ans en arrière, ça, je pense qu'il faut faire la calotte dessus. Bon, pour l'instant, nous sommes autour de 60 à 70 dollars. Plus 70 ces derniers jours, oui. Bon, disons que nous, on peut considérer que c'est un retour à la situation d'avant le Covid. Ce serait le prix d'équilibre, Mouloud? J'avoue que aujourd'hui, compte tenu ça m'est difficile de me prononcer là-dessus. Même les spécialistes eux-mêmes, disons, sont partagés. Mais disons que le regain qui était le regain de dynamisme du prix du pétrole qu'on a vu au cours des 4 derniers mois, c'est quelque chose qui était prévisible, dès lors que disons, le ciel s'éclaircit quelque peu par rapport à la conjoncture économique mondiale. Est-ce que ça va aller beaucoup plus loin? Moi, j'en doute. C'est-à-dire, je pense qu'un prix de 60 dollars le baril, c'est une perspective relativement correcte pour nous. C'est-à-dire, c'est une base de travail sur laquelle ça peut redescendre un peu plus bas, remonter un peu plus haut, mais autour d'une moyenne de 60 dollars, c'est quelque chose, une perspective qui peut être considérée comme raisonnable et qui est de toute façon quelque chose d'inespéré quand on replonge une année en arrière, c'est-à-dire par rapport au scénario noir qui s'est bouché au mois de mars dernier, de l'année dernière. Et qui s'est poursuivi tout au long de l'année. Donc voilà, on y arrive, Reda, l'Algérie. L'Algérie, on a une idée maintenant de comment est orientée l'économie mondiale, plutôt conjoncture à la hausse avec effacement partiel ou total de la dépression de 2020. Pour l'Algérie, c'est plus compliqué. On n'a pas déjà, premier indicateur, on ne sait pas par rapport au Covid, la résilience, comment elle va se faire en Algérie, parce que la résilience, on l'a bien compris ailleurs dans le monde, elle est liée à la vaccination. Ça, on est à peu près d'accord dessus. En Algérie, on n'a pas les chiffres sur l'évolution de la vaccination. On peut considérer que c'est moins important chez nous parce qu'on n'a pas été impacté comme en Europe par la pandémie. Ça, c'est dû à la nature, à l'ADN, c'est dû peut-être au climat, on ne sait pas encore. C'est dû aux restrictions. Aux restrictions, mais on n'en a pas fait autant que les autres. Mais bref, on n'a pas, Dieu merci, été touché autant que l'Europe du Sud, par exemple, qui est la plus proche partie de l'Europe qui nous intéresse. Mais en même temps, ça nous intéresse de savoir comment évolue la vaccination pour pouvoir faire des projections sur la reprise d'activité. Il y a encore des activités, j'en prends pour preuve l'aéronautique, l'Algérie est toujours coupée du monde, qui sont liées à cela. Or, pas de chiffres sur la vaccination, on ne sait pas ce qui se passe. On est en retard. On est en retard. Personnellement, je suis allé m'inscrire pour une vaccination hier dans un centre, comme m'a indiqué, un centre de santé de proximité. Eh bien, malgré que j'ai une maladie chronique, ils n'ont pas encore commencé à vacciner. À Alger, dans une banlieue d'Alger, donc une banlieue très populaire. Donc, il n'y a pas de lancement encore. Ça, c'est la réalité du terrain que j'ai constaté personnellement. Et je ne pense pas que l'impact de la vaccination soit aussi important en Algérie qu'aux États-Unis ou en Europe. Parce que la maladie ici, elle a été, si vous voulez, circonscrite par l'arrêt du transport interurbain, le couvre-feu qu'on a instauré. On rentrait chez soi à 19h ou à 20h et aujourd'hui c'est à 22h, je crois. Donc les restrictions viennent à peine d'être levées. Et 22h est maintenu. Donc, oui, c'est maintenu à 22h, mais il n'y avait pas de transport interurbain, on ne pouvait pas aller prendre un bus pour aller à la Guatte ou pour aller n'importe où, il fallait prendre le taxi clandestin. Donc, vous voyez, toute l'activité, si vous voulez, de transport, toute la logistique a été arrêtée. Moi, j'ai vu les industriels, ils ne recevaient plus les commerçants d'Oran, de Marnia ou de Sétif ou de Borj qui venaient acheter vers les industriels d'Alger et eux-mêmes n'allaient pas racheter. Soifa, qui travaillait énormément dans le commerce et dans l'industrie, se sont arrêtés de transporter leurs marchandises. Donc, vous voyez, il y a une activité qui s'est totalement arrêtée. Et c'est ça le véritable qu'on est en train de récupérer.
Est-ce qu'on va récupérer ça? Est-ce qu'on va injecter des ressources pour pouvoir redémarrer ça? On ne le fait pas. On dit et on redit ici que nous avons un outil qui peut permettre de faire redémarrer toute cette machine. Le transport, l'activité commerciale, le pouvoir d'achat, c'est-à-dire le bâtiment qui peut vivre sans les importations. Nous avons les matériaux de construction, les entreprises, le marché et tout. Et le gouvernement ne fait rien pour redémarrer, ne serait-ce que le bâtiment, les travaux publics. Il n'y a plus d'investissement, ni public ni privé. Et donc tout est à l'arrêt. Il faudrait qu'il y ait un sacré coup de fouet économique pour redémarrer cette machine. C'est elle qui va entraîner le reste. Et on n'a pas d'autres outils. Moi, j'ai essayé de voir les autres outils pour redémarrer l'économie. Il n'y a pas. On ne peut pas faire comme les Américains, les gouvernements américains qui va donner, je crois, $1 400 par Américain. Il va distribuer, c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle l'effet hélicoptère. On ne peut pas nous faire ça. On a essayé de donner 10 000 dinars par truc. On n'arrive pas, on n'a même pas l'outil de distribution de cet argent. Donc pour redémarrer, si vous voulez, la consommation ou l'économie de tous les jours. Donc il faut revoir, je pense. Mais y a-t-il de la compétence au niveau du gouvernement? On va pas aller jusqu'au bout du menu. Je suis sérieux quand je pose la question. Alors, non, parce qu'il faut comprendre. On essaie de comprendre. Sur la vaccination. J'essaie de comprendre. Tu as déroulé tout le menu de l'émission avec ton intervention. C'est pas que. Mais sur la vaccination. Sur la vaccination. Juste, tu vas pas le dire, Mouloud, mais juste. On peut considérer que les mesures qu'a citées Reda ont été prises à temps en mars 2020. Il y a voilà, on a empêché la première vague. La deuxième fois, à l'automne, octobre-novembre, les mesures de restriction sont arrivées un peu en retard. Il y a eu plus de décès dans la deuxième vague. Ma question, et tu pourras évidemment continuer sur la vaccination, est-ce qu'on n'est pas trop optimiste aujourd'hui? Et est-ce qu'on ne risque pas de s'exposer à une troisième vague? Et l'outil d'information, justement, le nombre de contaminations réelles, le nombre d'hospitalisations réelles, qui n'est pas ramené dans le rapport de M. Fourard, ça c'est clair, il est à des années-lumière de la réalité, il a tout le temps été, d'où on a interdit d'en parler dans nos médias, parce qu'il est mensonger. Est-ce que le fait de ne pas disposer d'un outil d'information fiable risque pas de nous faire rater une troisième vague qui se mettrait en route? Non, à mon avis, non. Parce que sur ce front, disons, de la vaccination, c'est vrai qu'on est en retard par rapport, disons, à ce qu'on aurait pu espérer, etc. Il y a jusqu'ici, on a reçu 250 000 doses de vaccins, c'est-à-dire à l'échelle du pays, c'est quasiment insignifiant. Bon, on voit bien que ça patine un peu de ce côté-là, mais disons, si on prend la perspective de l'année 2021, bon, parce que bon, l'un dans l'autre, c'est comme ça qu'il va falloir faire les comptes en bout de course. À la limite, même si on parle avec un peu de retard, il y a 2 ou 3 éléments, disons, qui sont plutôt positifs, c'est-à-dire qu'il faut interpréter plutôt positivement. Je disais ce matin, un éminent professeur de médecine qui est à l'UIBA, qui disait que d'après lui, en tout cas d'après les statistiques qu'il a pu observer à l'échelle de ses services, il y aurait en gros quelque chose comme 40 à 50% de la population. Lui, disons, c'est une statistique approximative qu'il donne, mais disons qu'elle donne un éclairage sur l'état de la situation chez nous. Il dit qu'il y a à peu près 40 à 50% qui sont contaminés, disons, et immunisés naturellement. Parce que c'est un processus qui, à partir du moment où vous le contractez et que nous en ressort. Et généralement, c'est l'immunité grégaire, mais c'est la première fois que j'entends un chiffre comme ça. C'est l'immunité collective, c'est là, ça. je viens de le lire ce matin, je le donne pour ce que ça vaut, je ne peux pas te dire. Non, mais c'est important. Bien sûr. Mais encore une fois, ce point peut s'appuyer. Il dit, toutes les personnes qui viennent chez lui, d'abord tout le corps médical qui est testé régulièrement, toutes les personnes qui reçoivent. Alors, il constate que c'est un chiffre qui est chez lui, ça ne veut pas dire qu'il faut le généraliser à l'échelle de tout le pays, mais disons qu'il y a un processus qui est en cours. Est-ce qu'il est de cette proportion ou pas? C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il y a le fait que, il y a des annonces, disons, pour d'ici le mois de mai, le niveau de réception, disons, des vaccins, que ce soit pour le vaccin russe Sputnik ou le COVAX, le programme COVAX pour lequel on est inscrit, pour
pour le chinois, c'est-à-dire qui sont, bon, apparemment, il y a une reprise des livraisons qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Donc, il faut croire que la capacité, l'offre, disons, de vaccins va s'améliorer considérablement par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis, troisièmement, il ne faut pas négliger ça. Je ne sais pas maintenant, on annonce, disons, une production locale du vaccin d'ici, bon, disons, le mois de septembre, octobre. Mais ils annoncent jamais à Constantine. Et bon, ça peu importe. Disons que je ne veux pas spéculer sur quand est-ce que ça va démarrer. Mais disons que si ça démarre d'ici la fin de l'année, ce sera un autre moteur, c'est-à-dire qui va véritablement changer la donne par rapport à cette situation en matière de vaccin. Et si on est là-dedans, ça veut dire clairement qu'on sera, disons, au niveau de ce que sera le reste de l'école, le reste des autres pays du monde en termes de vaccination. Et Enfin, donc, en termes... le Maroc, ils sont déjà à 7 millions. Israël, je n'en parle je n'en parle même pas. Bon. Non, encore une fois, je dis pas. Moi, je parle c'est-à-dire sur l'ensemble de l'année. C'est-à-dire, Oui. Est-ce que bon, on démarre plus tard, etc. C'est vrai que la Tunisie a démarré il y a 48 heures. Et voilà. Exemple. Donc, moi, pour ne pas citer que ceux qui sont en avance. C'est que, de ce point de vue, l'aléa qui est celui de la maladie va devoir être levé d'une façon ou d'une autre d'ici la fin de l'année, parce que ça s'améliore dans le monde, parce que ici les choses de toute façon vont s'amélioreront, soit naturellement. Après, on va se retrouver devant la réalité de notre économie. On ne pourra plus se cacher derrière le Covid. Il reste deux gros problèmes, c'est-à-dire d'abord, il y a quelque chose qui est valable chez nous comme partout au monde. Il faut faire un peu, c'est comme après une casse, c'est-à-dire en gros, il faut faire le bilan des destructions d'emplois, des destructions d'activités, etc. On n'a pas encore d'informations qui remontent. On sait qu'il y a un dommage qui est réel sur le terrain, mais bon, on a des difficultés à le mesurer. On sait que globalement, il y a des secteurs qui sont complètement sinistrés, comme celui des transports aériens, etc. Il y a beaucoup de commerces. Le tourisme, l'hôtellerie, le tourisme, voilà, donc tous ces secteurs de services, ça c'est connu. Il y a une part des secteurs industriels qui le sont également. Il y a des secteurs qui le sont parce que les mesures de soutien ne sont pas venues à temps, etc. Il va falloir faire un bilan réel, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année. Ça, c'est un problème. Quand vous dites ça, vous n'avez pas l'air d'y croire. Parce que d'avoir des informations sur le fonctionnement normal d'une économie, on n'y est pas. Alors, avoir des informations spécifiques sur une séquence avec les dégâts, il faudrait une task force pour travailler. Les dégâts, vous les aurez, c'est-à-dire au bout d'un certain temps, c'est-à-dire quand une activité s'arrête, c'est-à-dire même si, parce que je peux savoir quand vous produisez moins, etc., je peux savoir, mais disons qu'au bout d'un certain temps, les chiffres réels apparaissent d'eux-mêmes. L'idéal, ce serait de les avoir à l'avance pour pouvoir agir dessus. Ça c'est un problème. Par contre, disons que quand ça sera consommé, bon, de toute façon, l'addition, on l'aura forcément. On l'aura au CNRC avec le nombre de liquidations, on l'aura à la CNAS avec l'arrêt des cotisations. C'est quoi l'outil qui nous permet, une vraie question, qui nous permet de savoir vraiment, avoir une première indication globale, mal dégrossie, mais globale sur les dégâts? Actuellement, c'est la CNAS, ça ne touche que ceux qui ont une relation avec la CNAS, ce qui qui n'est pas le cas de toute l'économie. Il y a 45% d'informels qui ne sont pas à la CNAS, ni à la CASNOS, ni ailleurs. Non, le problème, tu le dis, c'est l'information économique. Nous ne la maîtrisons pas. Les instruments que nous avons sont disparates. Il n'y a pas de tête. Il n'y a pas rien. On vient encore de dissoudre le ministère de la prospective. C'est grave. On a dit ici, autour de cette table, pour éviter ce genre d'aléas, il faut sortir cet outil, créer un commissariat à la planification, qui soit le creuset de toute cette information économique et statistique de tout le pays et qui ne dépend pas des aléas des changements gouvernementaux et qui peut travailler avec les autres institutions de l'Algérie. Il y a en permanence
c'est-à-dire avec les universités, avec les entreprises, les chambres de commerce, les associations patronales qui gèrent l'ONS, qui gèrent aussi les autres instituts de prospective et qui permettent de concentrer la matière grise aussi et même mobiliser la diaspora, les compétences de la diaspora. Si on a un commissariat au plan, aujourd'hui, les gens peuvent travailler de chez eux, qu'ils soient à Montréal ou qu'ils soient à Washington ou à Tokyo, et ils peuvent travailler pour le commissariat directement et en permanence même, ils peuvent être mobilisés, pas de façon conjoncturelle. Donc, on n'a pas cet outil et je continue à dire c'est une nécessité de premier, une priorité absolue d'avoir. Donc, ceux qui ne veulent pas l'appeler commissariat au plan, qu'ils l'appellent comme ils veulent. Aujourd'hui, moi, je salue le redémarrage et la renaissance de l'Institut de la stratégie globale. On a mis un général à la tête. Et la stratégie, c'est né de... La stratégie, ça produit des études. Ça ne produit pas de la matière, de la data. Mais c'est déjà pour l'économie. ça. Mais enfin, il y avait un vide. Un vide. Enfin, je ne suis pas sûr qu'on l'ait comblé avec Général Mdjari. Non, mais moi, le problème au niveau des ressources humaines. S'il te plaît, moi, je peux dire une chose. C'est qu'un général qui a été formé à la stratégie, parce que la stratégie vient de l'activité militaire, et c'est passé à l'économie. Les plans stratégiques économiques se sont basés sur les écoles militaires. C'est un très mauvais signal d'avoir confié au général Djihad. C'est une opinion que je ne partage pas. C'est une maladresse, c'est pas contre l'homme. Je ne partage pas ton opinion. Non, c'est-à-dire, là, au niveau académique, je ne sais pas si on peut comparer avec ce qui se fait ailleurs dans le monde, mais là, on est en dessous de la table. Il faut être sérieux. Dès le moment où il mobilise des secteurs, où il appelle les gens à venir discuter, d'exposer où ils en sont sur le plan stratégique. Il appelle l'agriculture. Le dernier exposé à l'Institut de stratégie globale, c'est cet universitaire de Montréal qui a passé son temps à cracher du venin sur le Hirak pour expliquer que la révolution en Algérie, elle est financée par Open Society. C'est Ben Saad, j'ai oublié son nom. Ben Saad. Et voilà, parce qu'il n'est pas dit. De notre ami Ben Saad. Pour dire, voilà, il y a 25 000 euros qui ont été chez telle ONG et voilà. Si ça fait avancer l'Algérie. Ben Saad est venu. Moi, j'ai assisté à sa conférence à l'école supérieure du journalisme il y a 2 ans. Non, il n'a pas changé de site. On est dans la barbouzerie. On n'est pas dans la production. C'est une opinion que je ne partage pas. Je ne partage pas, s'il te plaît. Quand on ne sait pas où va l'économie algérienne en 2021 et on ne sait pas où elle va, c'est pas ce type d'aéroport. Non, s'il te plaît, moi je sais une chose, parce que j'avais participé à 15-20 ans aux travaux de l'Institut de la stratégie globale. On avait, si tu veux, des réunions programmées par branche, et elles reprennent aujourd'hui. L'agriculture vient exposer sa vision et son développement. Les travaux publics viennent exposer. Les télécommunications exposées, l'industrie, tous les secteurs. Avec quel tableau de bord? Notre question, c'est les tableaux de bord. Mais quel que soit c'est l'information de base qui permet de construire une stratégie. Moi, je je constate une chose, c'est que ces secteurs qui travaillaient de façon cloisonnée, il y a déjà quelqu'un qui les appelle et qui dit « Ramenez-moi vos stratégies ». Et je ne sais pas ce qu'ils vont en faire au niveau de la stratégie globale. Mais enfin, déjà, les structures sont reconstituées. Les gens viennent exposer. Il y a déjà un échange et un regroupement. Il n'y avait pas de synthèse de la stratégie. Il n'y avait rien, on naviguait à vue. Il y a déjà un outil qui se remet en vie. C'est pour ça que je vois l'aspect positif. Ce n'est pas autre chose. Il y a maintenant... On en vient de dissoudre ce ministère de la prospective qui est un drame. C'est un drame. Ça, c'est plus sérieux. C'est un drame. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il fallait sortir ça, la prospective, de l'activité gouvernementale. Et j'arrête là. Juste une question. Tu as été au gouvernement, enfin, pas au gouvernement, mais dans le management public avec notamment l'Observatoire du commerce extérieur. Comment un exécutif peut-il se permettre de ne pas avoir une idée de ce qui se passe dans son économie? Est-ce que c'est possible? Non, justement, c'est pour ça que, moi, je ne voulais pas interférer dans votre débat sur l'INESC, pas l'INESC, etc. C'est un autre problème. Parce que, à la base, quand on était dans une économie socialiste, l'information économique était centralisée dans ce qui s'appelait un plan. Et à la limite, l'économie est administrée à partir d'un centre de décision. On peut dire tout ce qu'on veut. C'est cohérent, disons. À partir du moment où on a décidé d'ouvrir l'économie
À partir du moment où on a décidé que les entreprises publiques devaient être autonomes, que le secteur privé est un moteur au sein de l'économie qui doit occuper une place entière, cette question-là est une question, la question de l'information économique est un service public majeur. C'est-à-dire ça, il faut que les gens se le mettent dans la tête. Et aussi bien, ce n'est pas quelque chose qui est un monopole gouvernemental. C'est-à-dire ça on devrait sortir de cette idée. Parce que de toute façon, l'information se produit dans tout le pays, dans toutes les entreprises, chez les ménages, chez les investisseurs, chez les banquiers. Tout le monde est producteur de data. Tout le monde est producteur et consommateur en même temps. Et donc, il y a une fonction qu'il faut organiser. Et je vais vous dire la chose suivante. Bon, moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai réfléchi parce que je considère que c'est quelque chose d'essentiel. Nous avons deux gros problèmes de ce point de vue. Il y a d'abord une information qui existe, qui est produite par les administrations qui sont concernées. Mais pour des raisons X ou Y, etc., elles ne la communiquent pas. Malgré que là, il existe une loi sur l'information statistique, il existe un conseil supérieur de la statistique, tout ça ne fonctionne pas. Ça ne se réunit pas, ça ne travaille pas, c'est comme tous les autres conseils. Et donc je peux vous citer des exemples de toute cette information qui ne vient pas, ou qui ne vient pas de façon régulière, qui ne vient pas à temps, qui est publiée avec une année, 2 années de retard. La Banque centrale qui avait un rapport de qualité, non, pas la note conjointe, un rapport annuel qui était, ça fait depuis le dernier, c'est 2017. Les finances publiques qui sont dans l'état qu'on connaît, le dernier, logiquement, à la fin de l'année, un mois après, on publie une situation provisoire. En gros, les recettes, c'est-à-dire les dépenses, l'équilibre budgétaire, comment il s'est réalisé, et je suis sûr qu'ils l'ont, mais ils ne le donnent pas. En matière d'emploi. C'est sûr qu'ils l'ont, Mouloud? Je suis sûr qu'ils l'ont. C'est pas compliqué, bon, s'ils l'ont pas, c'est encore plus. Mais je sais qu'ils l'ont. C'est pas compliqué, c'est-à-dire ce qu'il y a, ils le donnent pas, ils le mettent pas. Le dernier état qui est publié sur leur site, c'est juin 2020. C'est bon. En matière de commerce extérieur, les douanes ont le chiffre aussi. C'est-à-dire le dernier bilan, c'est novembre 2020. L'emploi, d'habitude, on avait 2 enquêtes annuelles, en avril et en septembre. L'ONS. La dernière, c'est septembre 2019. Il n'y a rien qui est publié. On avait une autre source d'information qui était importante. Le rapport du FMI au titre de l'article 4. Il est sous embargo, il n'est pas publié. Je peux multiplier les exemples. Il y a des secteurs entiers, c'est-à-dire pour lesquels on n'a pas d'informations. Donc, première problématique, déjà, publier ce qui est disponible. Alors, il y a ce qui est disponible et qui n'est pas rendu public, c'est-à-dire, alors que c'est un service public, c'est-à-dire, et je vais vous dire la chose suivante, il faut les publier parce que le gouvernement lui-même a besoin d'avoir des sons de cloche autres que ceux que lui donne, je suppose que le président de la République aurait intérêt à recevoir autre chose que les rapports qu'on lui communique. Parce que, à l'extérieur de l'administration, les gens peuvent avoir des points de vue différents, etc. Ça éclaire les idées de tout le monde. Et pour un chef, quel qu'il soit, il a intérêt à ne pas être prisonnier de la même source d'information. Moi, je suis inquiet de l'information que reçoivent nos principaux dirigeants par rapport à l'état des lieux de notre économie, par rapport à ce que moi je vois, par rapport à ce qu'ils disent. D'abord, il y a beaucoup de contradictions. Service public, est-ce qu'on peut imaginer que ce service public, une partie de ce service public, puisse être prise en charge par une entité qui ne soit pas publique? Non, c'est-à-dire l'information économique, c'est d'abord une fonction régalienne. Et c'est un service public essentiel. C'est comme, vous n'imaginez pas que de mettre sur place quelqu'un qui va vous délivrer votre extrait de naissance, votre permis, c'est du même tonneau, c'est le même type de problème. Alors on a ce problème d'accessibilité à une information qui existe. Maintenant, il y a un autre problème qui est encore beaucoup plus sérieux. C'est qu'il y a moi, je suis toujours sidéré
Je l'ai dit une dizaine de fois, y compris directement dans des trucs publics, devant des ministres, etc., en disant, bon, comment vous pouvez diriger un secteur, le secteur industriel notamment, l'ONS continue à ce jour de publier l'indice de la production du secteur public. C'est un indice qui a été élaboré dans les années 80, à une époque où... Non, c'est très sérieux. Oui, non, c'est sérieux, mais c'est pour dire... ça. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, c'était 85% de l'économie qui était publique. Ça a un sens. Aujourd'hui, le rapport s'est inversé. La valeur ajoutée du secteur privé, c'est 85%. Hors hydrocarbures. Bon, si on met l'hydrocarbure, on est à 55%, 55, 60%. C'est-à-dire, et puis l'emploi, pour l'essentiel, 90, 95%, il est là-dedans. Et on n'a pas de vie. Il n'y a pas. Ce que je comprends, c'est que le ministre de l'Industrie algérienne et le ministre de l'Agriculture algérienne n'ont pas l'état de la production de leur secteur respectif, alors que on a commencé à réfléchir à ce travail, etc., à faire un plaidoyer, disons... Dans le cercle d'action et de réflexion sur l'entreprise. Notre réflexion est partie de quelque chose... Moi, j'ai vu, personnellement, un document que produit un bureau d'études tunisien. Il vous donne la situation du mois de mars, la situation qui est publiée au mois de mars. Vous avez la production de tous les secteurs, c'est pas secteur par secteur, du mois N-1, du mois de février. Vous avez le commerce extérieur du mois de février. Vous avez l'investissement du mois de février. Vous avez l'emploi du mois de février. Tout ça, c'est des choses qui sont disponibles. Nous, le ministère lui-même ne les a pas. Et le ministère Yousfi, avant qu'il ait les problèmes qu'il a eus, il avait annoncé un programme pour développer cette information. Alors que la loi oblige tout le monde à déposer des situations. Bon, c'est au gouvernement à s'organiser pour avoir recueilli cette information-là, la traiter, etc. On l'a publié sous des formats, c'est-à-dire qu'il jugera utile, mais on ne peut pas. C'est ça que je trouve de navrant. C'est-à-dire que tout le monde regarde ça et on attend, je ne sais pas ce qui va tomber du ciel. Tout le monde est tenu de n'importe quelle entreprise privée est tenue de déposer une information sur un format qu'il faut organiser. Combien j'ai produit, combien j'ai en stock, combien j'ai vendu. Avec une fiche comme ça, qu'on envoie, et puis maintenant avec les moyens modernes, et puis avec les moyens modernes maintenant, c'est quelque chose c'est enfantin. Est-ce que le plan de relance dont tu es le défenseur et que tu rappelles à chaque émission, même en début d'émission, alors qu'on n'était pas encore arrivé là, est-ce que pour le faire, justement, une des raisons pour lesquelles il n'a pas été déployé, peut-être, c'est parce qu'on ne sait pas d'où on part, où est-ce qu'on doit mettre de l'argent. On n'a pas l'information de base qui permet de déployer un plan de relance. Ailleurs, j'imagine que personne ne sort et signe un chèque sans savoir où est-ce qu'il faut orienter les dépenses, les flux, etc. Est-ce que ce n'est pas une des raisons qui font qu'il y a cette paralysie? Non, je ne pense pas. L'information qui m'a calmé, elle existe, mais elle n'est pas diffusée, elle n'est pas transmise. Elle est incomplète. C'est la vieille information. Dans le cadre de l'industrie, exemple, l'état d'outil de production, c'est celui du secteur public. Non, s'il te plaît, il y a l'information publique, il y a l'information privée, l'information sur le commerce extérieur. Tu peux rentrer dans le site des douanes, tu peux avoir l'information aussi d'ici... Novembre 2020. Non, tu peux avoir... La dernière, c'est novembre 2020. Non, je pense que tu peux avoir celle de décembre. Le centre d'information des douanes fonctionne bien, ça c'est une chose. L'ONS fonctionne correctement, mais avec des données désuètes, des données dépassées. Il n'y a qu'à voir comment ils sont installés, tu vois, c'est à côté, hein, rue des Fontaines. On dirait des sous-sols. L'Office national des statistiques, au lieu d'être installé dans un centre qui me calcule ultra moderne, la NASA de l'économie algérienne, ils sont dans des appartements d'HLM. Vraiment, c'est inimaginable. Et il n'y a qu'à rentrer chez eux, c'est de la poussière. C'est vraiment dégueulasse pour un pays comme le nôtre. Il n'y a pas on ne donne même pas les outils minimums pour pouvoir travailler.
Et avec ça, ils essayent. Et avec ça, leur tutelle change. Donc, le gouvernement, j'ai comme l'impression qu'il y a une incompétence réelle, et c'est ce qui fait mal à notre pays, au niveau de l'usage de l'information pour les prises de décision, que ce soit à court terme ou à moyen ou à long terme. Les gens ne naviguent même pas à vue, ils naviguent dans le brouillard. Je pose une question, Chalim. Vas-y, s'il te plaît. Cette bombe que tu nous as rapportée ce matin, Reda, d'un ministre, celui du Travail, qui a annoncé qu'on avait perdu 50 000 emplois directs. C'est un exemple pour illustrer notre discussion dans le secteur de l'industrie, notamment celui de l'assemblage d'automobiles et de l'assemblage électronique. Oui. Est-ce que ce chiffre, avec une bonne information économique, on pouvait l'avoir avant que Farhat Aïtali ne déploie dire, voilà, si on touche à cette filière, on va perdre tant de... Est-ce que ce chiffre, on pouvait l'avoir, compte tenu de l'appareil d'information, pour prévenir une catastrophe? C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Ces outils-là, c'est pas pour le plaisir seulement d'être le voyeurisme, pour savoir comment ça se passe dans notre économie, mais c'est pour avoir des outils d'aide à la décision. Avant de prendre une loi ou une décision, un ministre, il va savoir que sa décision, temps d'arrêt de travail direct dans les usines de montage automobile ou dans les usines de montage ou de fabrication de téléviseurs ou de frigos, mais aussi dans le commerce extérieur qu'on a, les conséquences et aussi les emplois indirects. Un emploi dans l'automobile, dans le montage, constitue 2 autres emplois dans les services liés à l'automobile, y compris dans les auto-écoles. Les emplois dans le montage des frigos, des téléviseurs, c'est aussi des milliers d'autres emplois. Il aurait immédiatement vu, lui, quand il me dit un emploi de montage dans l'industrie automobile me coûte tant de milliers de dollars. Mais cet emploi, il crée 3 ou 4, il y a une dynamique, c'est un engagement dans une dynamique de développement qui, dans 2 ans, va donner tant d'autres emplois, dans 5 ans, il a ses outils d'aide à la décision. Aujourd'hui, il ne les a pas, il se comporte comme fonctionnaire, comme un gars qui lit le Moudjahid le matin et qui prend une décision le soir. C'est terrible, c'est terrible. C'est pas le qui va lui ramener ses outils à la moi, je n'ai pas une fixation sur ça. Moi, j'ai une fixation. Moi, ce que je dis, j'ai besoin de cet outil. Oui, on est d'accord. J'ai besoin de cet outil, j'ai besoin de cet espace où on discute, où on expose sa stratégie. Avant, on n'avait même pas de lieu, même pas d'endroit. Le point d'entrée, quand même. On a bien compris, il y a des informations qui ne remontent pas, qui sont peut-être, qui arrivent chez le gouvernement et ceux qui doivent décider, mais qui ne sont pas distribuées au reste des parties prenantes de l'économie que nous sommes, même nous, épargnants ou investisseurs ou chefs d'entreprise, ou savoir comment ça va s'orienter, parce que les ménages contribuent beaucoup à construire la conjoncture. On décide d'épargner ou de consommer, et donc en absence d'informations sur comment ça... On voit juste sur le marché automobile, il y a des anticipations. Dès que ça s'ouvre, le marché de l'occasion baisse et donc il y a une interaction avec les consommateurs. Un chiffre est celui qui, en gros, nous tous, nous guide dans l'analyse de la conjoncture, c'est l'évolution du déficit de la balance des paiements. Et celui-là, il est réel, c'est l'interaction de l'Algérie avec le reste du monde. On devra piocher encore 20 milliards de dollars en 2021, 2020, 20 milliards de dollars qu'il faudra compenser. Ma question, c'est est-ce que ce chiffre, compte tenu des éléments que nous avons, l'évolution du Covid, l'économie mondiale, le prix du baril, l'absence de plan de relance en Algérie, est-ce qu'on va faire le même chiffre en 2021 pour faire un peu de prévision? Actuellement, il y a un arrêt réel de l'activité productive. Les gens ne peuvent même pas anticiper sur l'évolution de leur propre marché, le marché interne. Donc, ne passe pas les commandes. Aujourd'hui, et avec en plus les différents changements dans le mode de fonctionnement et des achats à l'extérieur. On ne permet pas aux gens d'avoir les 45 jours ou les 90 jours de liquidité, de crédit à l'achat des crédits. Donc, les décisions de la Banque centrale et des banques bloquent les industriels et les entreprises, alors que ce sont elles qui créent la richesse. Elles ne peuvent pas anticiper. D'un autre côté, il n'y a aucun signe de reprise. Ce gouvernement ne fait rien pour la relance. Alors que tous les gouvernements à travers le monde anticipent sur le Covid, ils sont en pleine mélasse dans le Covid, alors que nous, on est dans une meilleure situation. Et agissent pour redémarrer la machine, pour relancer, discutent avec leurs entreprises, discutent avec les associations entrepreneuriales et essayent de relancer à travers l'Europe, à travers les États-Unis. Je ne parle pas de la Chine ni de l'Asie. Je vois l'Inde qui a reçu de plein fouet le Covid et qui est en train de réussir
sa lutte contre le Covid et qui relance son économie. Attention, l'Inde, c'est une grande puissance. C'est 1,3 milliard d'habitants. C'est un atelier aussi pour le monde. Et donc, il relance l'Indalus. C'est grave. Donc, moi, je pense qu'on a effectivement un problème c'est vrai qu'il y a un problème de relance économique, mais disons qu'il y a le dilemme du gouvernement qui est celui d'abord, on a mangé un peu notre pain blanc avant on a mis sur le marché 6 500 milliards de dinars, disons, pour pouvoir continuer à maintenir le fonctionnement normal de l'État et avec une croissance rachitique qui était telle qu'elle était avant de... Je vous rappelle que dans le programme qui était prévu au moment où on a voté l'autorisation de la Banque centrale à émettre de la monnaie pour financer l'activité économique, on avait un programme sur 5 ans. Financement non conventionnel. Voilà, financement non conventionnel, plan Chambillet, disons qu'il y avait un programme de réforme qui accompagnait et je vous signale même que ce programme de réforme a fait l'objet d'une mesure et d'un décret dans lequel toutes les actions qu'il vont faire étaient listées. Celui inspiré par la task force. Attention, les 5 experts. Si on veut injecter de l'économie, de l'argent dans l'économie, il faudrait qu'en même temps, engager des réformes, transformer la façon dont nous gérons cette économie. Deuxièmement, il y a un autre problème qui est qu'on a globalement sur l'année 2020, disons qu'on a un déficit que le gouvernement lui-même a estimé à 2 900 milliards de dinars. C'est un chiffre que la Banque mondiale elle-même, ça confirme à peu près ses prévisions pour la fin 2020, étaient proches de déficit budgétaire. Déficit budgétaire. Comment on finance ça? C'est quoi? L'argent, il vient d'où? Apparemment, ils ne veulent pas piocher encore au niveau de la Banque centrale. C'est une décision qu'ils hésitent à prendre. Comment on le finance? Alors, il y a une partie qui est financée à travers les réserves de change. C'est pour ça parce que la consommation des réserves de change, c'est comme les réserves de change ont été constituées à un moment où j'ai fait un peu le calcul. C'est-à-dire, en gros, la valeur d'entrée le taux de change d'entrée c'était à peu près 71 dollars, de dinars pour un dollar. Aujourd'hui, on est quasiment à 132. Si on et donc, on a plus le de différentiel, à chaque fois qu'elle remet de l'argent, c'est que c'est des bénéfices au niveau et ils sont mobilisés. Alors, pour l'année, j'ai fait à peu près le calcul, ça donne à peu près 1600 milliards de dinars qui pourraient être admis par la Banque centrale disons, pour aider un peu. Ces gains... L'autre source, qui est celle-là, encore plus inquiétante, c'est parce on a vu qu'ils ont baissé le niveau des réserves. Obligatoires des banques. Voilà, des réserves obligatoires. Ça donne... En fait, le jeu, c'est que le gouvernement va piocher là-dedans pour pouvoir financer la partie restante. Ce qui fait que, il restera peu de choses pour faire de la relance, développer, disons, le système productif. Et on a besoin de relancer en urgence, effectivement. Là je suis d'accord avec Amarani, on a besoin de faire ce travail. Mais avant de faire ça, il faut changer les règles sur la base desquelles est financée aujourd'hui l'économie. C'est quelque chose, chez nous, c'est-à-dire des choses les plus simples, on les oublie. Si vous n'investissez pas, c'est-à-dire en gros, c'est comme quelqu'un qui fait rien, c'est-à-dire puis au moment où la récolte se fait, c'est-à-dire il va aller regarder, c'est-à-dire ce que l'arbre a produit. Si vous n'investissez pas, et en fait, c'est-à-dire il faut remettre cette question-là au centre du débat économique. La question essentielle, pour moi, ce n'est pas le financement du budget, ce n'est pas le niveau du budget d'équipement, parce qu'en fait, en mettant de l'argent dans le budget d'équipement, c'est autant d'argent qu'on
qu'on enlève du système économique. Et la question de l'investissement productif, c'est la question qu'on a oubliée pendant toute la période des Bouteflika, et on continue de l'oublier jusqu'à ce jour. Et alors, quand on me dit qu'on veut relancer l'économie, on veut produire, on veut exporter, etc., ben, la première chose que le gouvernement et que les chefs devaient regarder, c'est en gros, vous investissez quoi, où, avec quel argent, comment on le tire. Alors, il y a de l'argent, on peut le faire, mais il faut changer complètement la règle d'allocution de la ressource telle qu'elle a été faite jusqu'ici. Et le problème numéro un, en dehors de la réforme, c'est le véhicule de l'investissement. C'est l'entreprise privée, essentiellement. Absolument. Oui, bien sûr. C'est là où ça disons que si c'est plus les oligarques, c'est qui? Disons que logiquement... Pour poser la question brutalement. Logiquement, c'est une question qu'on a tranchée depuis 1990. L'entreprise publique algérienne, c'est une entreprise de droit privé. Elle est régie par le code de commerce. Il faut appliquer la loi. Si une entreprise échoue, elle passe au tribunal de commerce comme tout le monde. Et il faut appliquer la règle. C'est-à-dire, en gros, chez nous, c'est toujours comme ça. En gros, on met des lois, quand il faut les appliquer, tout le monde regarde à côté. Tout le monde on fait. Et puis le gouvernement, s'il veut aider un secteur, une activité en particulier, il le fait. C'est pas interdit, mais il n'a pas inféré dans la gestion des entreprises comme il n'arrête pas de le faire. Ça, c'est notre problème, c'est-à-dire c'est notre maladie. C'est une matière que nous propose Mouloud pour les prochains numéros du Café des experts économiques. On en a fait le tour. Le plan de relance, on va en reparler. On va en reparler parce que c'est bien d'avoir pointé le doigt. On va en parler pas aujourd'hui évidemment parce qu'on est arrivé à la fin de cette émission. On en reparlera parce qu'effectivement, il faudrait à ce moment-là aller dans le détail pour savoir avec quoi on peut financer et quels sont les leviers et quels sont les véhicules de l'investissement productif. Je rappelle un chiffre que Abdelatif Benachnou, qui est un excellent économiste, qui n'a pas été du même niveau quand il a été ministre, je dois le dire, c'était mon professeur, mais il acceptera à volonté cette critique, d'autant qu'il était proche de Abdelaziz Bouteflika. L'investissement productif rapporté au PIB en Algérie est l'un des plus faibles des pays comparables dans le monde. C'est toute la période de Bouteflika. Il a toujours été très faible. 2% du PIB, c'est extrêmement faible. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Merci Reda. Merci beaucoup Mouloud de nous avoir accompagnés aujourd'hui.